si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast préféré, Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Vous connaissez déjà cette phrase. Vous êtes plus de 220 000 à nous avoir écoutés depuis le début. Merci. Je n'ai pas de mots, et Herman aussi qui monte tous les épisodes pour vous remercier et pour vous dire combien nous sommes chanceux de vous avoir en tant qu'auditeurs. Merci à toutes les personnes qui partagent ce podcast via les réseaux sociaux, via les groupes WhatsApp. Des fois, on nous envoie les conversations, comme on dit chez nous au Cameroun, comment dans des conversations WhatsApp, ça prend feu, comment nos podcasts créent débat. Merci. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible, comme vous le savez déjà, sur Google, Spotify, j'ai testé tout à l'heure, Apple, et bien sûr, la plateforme Anchor ou Encore qui nous héberge. Alors aujourd'hui, mon invitée est Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Diane. Alors tu connais certainement déjà le podcast et comme toujours, la première question que je pose à mes invités est de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise. J'aurais aimé que ma maman me dise beaucoup de choses. Mais peut-être la principale chose aurait été que le mariage n'est pas une fatalité et que tu peux être indépendante et accomplie, avoir des enfants, sans devoir te justifier au monde entier. Ah, tu étais mariée ? J'ai été mariée, oui. D'accord. Donc ça veut dire que tu connais plus ou moins l'envers du décor du mariage. Qu'est-ce qui finalement, quand on a été marié, nous permet d'avoir ce type de conclusion que tu viens de nous dire ? Avec beaucoup de recul, je pense que il y a beaucoup de femmes africaines qui se jettent dans une relation, dans un mariage plus particulièrement, peut-être par pression familiale. Peut-être on se dit qu'on connaît pas assez la personne, mais comme c'est le bon moment, il y a la pression de l'âge, il y a la pression de la famille, il y a la pression du qu'en dira-t-on pour les familles, et puis on se jette là-dedans, même par amour, ça peut être par amour, hein. Mais à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on connaissait pas assez bien la personne, qu'on n'a pas pris le temps en fait, Et le mariage, c'est une expérience de vie en fait. Le mariage, c'est une vie à deux. Et puis, il faut apprendre à connaître l'autre avant d'entrer dedans en fait. Sinon, finalement, vous arrivez à des divorces, vous vous séparez tout simplement. Pour celles qui ont le courage. Oui, pour celles qui ont le courage. Alors, tu avais quel âge quand tu as rencontré ton ex-mari ? J'avais quel âge ? J'avais à peu près 33 ans. Donc, je pense que j'avais 33 ans. Donc, tu sais que déjà à 25 ans, on est considéré comme Catherinette en France. Après 30 ans, t'as peut-être ton hormone, on appelle ça comment, j'oublie. Tout ce qui est généalogie. Voilà. Horloge biologique, voilà. T'as ton horloge biologique qui commence à te parler, t'as envie de construire, t'as envie d'avoir des enfants, t'as envie d'être marié. Foncièrement, je pense qu'une fille, quand elle est née, après, c'est aussi, encore une fois, la pression familiale et sociétale, mais on t'élève pour te dire qu'il faut que tu te maries. Donc, psychologiquement, à 30 ans, à 25 ans, même 20 ans, en fait, tu aspires à te marier. Tu as ce rêve du plus beau jour de ta vie dans la tête. Et à 30 ans, je pense que je sais pas si j'étais prête. Mais en tout cas, j'avais envie d'accomplir ce rêve-là. J'avais envie, et peut-être même j'ai envie de dire que j'avais envie de cocher cette case, en fait. Donc à 33 ans, quand je le rencontre, c'est un très bel homme, qui a commencé aussi une carrière. Donc ce que j'ai accompli, effectivement, en tout cas, bien posé dans ma carrière.
Et puis on se rencontre, donc c'est peut-être plus une complémentarité. Je pense que après 25 ans, après 30 ans, le mariage, ça doit être une complémentarité. On n'est plus dans le rêve d'enfance où, tu sais, vous rencontrez, c'est tes beaux yeux, mes beaux yeux, et après, voilà. C'est vraiment plus une complémentarité. Et puis là, je le voyais, cette complémentarité avec lui. Je veux dire, un très bon potentiel. Moi aussi, un très bon potentiel. Donc, à deux, pour moi, je voyais qu'on allait vraiment accomplir beaucoup de choses. Et puis voilà. Vous êtes connus dans un cadre familial, amical Dans un cadre amical. On s'est connus dans un cadre amical. En fait, c'était alors à l'époque, j'habitais au Canada. Et puis, lui, il vivait dans un autre pays. Donc, on se rencontre dans un cadre amical où il est venu en vacances. Bon, ses amis, ils savent qu'il... En tout cas, ses amis voulaient qu'il se pose parce qu'en fait, tout son cercle d'amis était posé. Moi, je pense qu'aussi, de mon côté, mes amis voulaient aussi que je me pose. Puis là, ça faisait le bon match. En fait, je pense que les gens ont dû voir le bon match. Et je pense que, en fait, on semblait être le bon match. En tout cas, en apparence. Et sur le papier, on était vraiment le bon match. En apparence, on était vraiment le bon match, ouais. Tous les deux Camerounais, vous avez étudié. Tous les deux Camerounais, bon background. Je veux dire, en termes familial, très bon background. En termes d'études, très bon background. Comme j'ai dit, on était posés aussi au niveau de nos carrières. Et puis on aspirait, donc tous les deux très ambitieux. Et tous les deux avions les mêmes inspirations et puis les mêmes goûts. Ça aussi, c'est quelque chose que les mêmes goûts, les mêmes loisirs. Donc tout allait bien, en fait. En fait, c'était vraiment le perfect match, comme on dit souvent. Donc, ça a été très vite. Ça a été très vite. Très vite, j'ai commencé à faire des allers-retours pour aller le voir. Lui aussi faisait les allers-retours pour aller me voir, pour venir. À l'époque, je vais dire, j'avais un boulot à temps plein, un très bon boulot à temps plein. J'ai aspiré à faire un PhD, donc j'avais commencé mon PhD aussi à temps plein. Et puis là, cerise sur le gâteau, en plus et tout, je trouvais un gars et potentiellement, très vite on a pensé au mariage. On a eu une période de séparation, par contre. On s'est séparés pendant quelques mois, pratiquement un an. Vous êtes séparés pendant un an. Pendant un an. Après combien de temps d'histoire? Après peut-être un an d'histoire. On s'est séparés pendant 9 mois, un an. En fait, j'avais, je sais pas, j'avais une envie de rentrer au Cameroun. En même temps, je me cherchais encore, je pense, un peu. J'avais mon père qui était très très malade. Bref, il y avait beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, on s'est séparés pendant un an. Et puis finalement, bon, chacun a fait un peu son truc de son côté. Et puis on est retourné ensemble. On est retourné ensemble. Mais quand on est retourné ensemble, c'était vraiment en mode bon, si on se remet ensemble, c'est pour sauter. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Donc quand on s'est remis ensemble, très vite en fait, ça a été les fiançailles, une magnifique bague de fiançailles. Après, planification du mariage, très grand mariage aussi. Entre le moment, il y a eu combien de temps entre on se remet ensemble les fiançailles, on se remet ensemble le mariage? On se remet ensemble les fiançailles, ça a été très vite. Je pense que on s'est remis ensemble 3 mois après on était fiancés. 3 mois après, c'est la demande qui était faite. Après, on est en Afrique, tout le rituel familial, aller faire la demande de main, la dot, blablabla. Ça, je pense que c'était fait au bout de peut-être 6 mois. En tout cas, ça s'est fait progressivement. Mais toutes les premières étapes de toquer à la porte, comme on dit chez nous, au bout de 6 mois, c'était fait. Et on s'est mariés peut-être, à partir du moment où on s'est remis ensemble, peut-être 1 an et demi, maxi 2 ans. Chronologiquement, j'ai pas eu la date exacte, mais 1 an et demi, maxi 2 ans après. Voilà. Parce que organisation, parce que vous viviez à l'étranger. Voilà. Il fallait faire un grand mariage. Il fallait faire un grand mariage. J'ai toujours voulu, tu sais, tout à l'heure, je parlais de rêve de petite fille. Moi, j'ai toujours voulu avoir un grand mariage. Moi, c'est-à-dire que le mariage, c'est le jour de la femme. Enfin, c'était... Et j'ai eu mon jour. Franchement, je crache pas sur le gâteau. Je crache sur rien du tout. J'ai eu mon jour. Je pense que pour rien au monde, j'échangerai ce jour.
Mais oui, il fallait faire la planification, réunir les familles. On a des familles un peu partout dans le monde, donc effectivement, il fallait quand même un an de planification. Le mariage, je veux dire, on l'a pas fait à l'étranger. On est venu ici le faire pour faire plaisir à nos familles, pour faire plaisir d'abord à nos familles, le fait de le faire ici, et puis parce que je pense que c'est toujours valorisant pour les mamans des deux côtés de marier leurs enfants. Donc on a fait c'est pas ce sacrifice-là, j'appellerais pas ça un sacrifice parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent le sacrifice de venir faire le mariage au pays. Pour moi, c'était vraiment faire plaisir à ma famille et avoir une certaine reconnaissance pour leur dire oui, je sais que vous avez fait des sacrifices par contre pour m'élever, pour m'envoyer à l'étranger. Donc au moins aujourd'hui, j'essaye de vous redonner par ce petit moyen, par le mariage, au retour aux sources, j'essaye de vous donner, de vous rendre ce que vous m'avez donné, même si c'est infini. Voilà. Et durant, donc, des fois, on dit qu'avant de se marier, il y a la préparation au mariage. Est-ce que vous avez eu une phase de préparation au mariage qui t'a fait douter? Je te dirais que... alors, je suis quelqu'un avec un caractère je suis très cartésienne. Mais en même temps, je crois que quand je suis amoureuse, je suis aussi très entière. Et même pas seulement quand je suis amoureuse. Je suis quelqu'un de très entière, très cartésienne, très entière. Mais alors quand je suis amoureuse, je me pose pas trop de questions, on va dire ça comme ça. Donc des périodes qui m'ont fait douter, je te dirais non. Peut-être avec beaucoup de recul, je vais dire, il y avait des signes. Je vais dire que peut-être que si j'avais un peu plus ouvert les yeux ou si j'avais je pense que si je m'étais un peu plus confié à différentes personnes, peut-être que certaines m'auraient dit Caroline, tu devrais faire attention à ça, regarde un peu ça, investigue un peu plus. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va investiguer en fait. Je prends la relation comme elle est, telle qu'elle vient, et puis si ça donne, je me lance dedans. Et c'est un peu ce que j'ai fait un peu je trouve à l'aveuglette. Mais à la fin de la journée, si vous êtes mariés 1 an et demi après, vous vous connaissez déjà depuis 2-3 ans. Donc tu peux pas dire à l'aveuglette parce que sur le principe, tu avais le sentiment en tout cas de le connaître. Oui, sur le principe, j'avais le sentiment de le connaître, mais sur le principe, n'oublie pas que nous vivions à distance et que, en fait, on n'était pas H24 ensemble. Et finalement, en fait, c'était toujours de bons moments qu'on partageait ensemble, en fait. Moi, mon mauvais côté, lui, son mauvais côté. Oui, on connaissait nos caractères. Et puis, je pense que tout le monde connaît le caractère de Caroline, mais on connaissait nos caractères. Mais vraiment... la vie au quotidien et peut-être, je vais pas dire à quoi on aspirait, mais notre vraie nature, je pense qu'on la connaissait pas. En tout cas, moi, je la connaissais pas, je connaissais pas la sienne. Donc, comme je dis, on se marie, on se marie. Le mariage l'organisation se passe très bien, le mariage se passe très bien, et on se marie. Et puis, on continue à vivre à distance, parce que le temps de faire les papiers de l'un, de l'autre, etc. Ça prend du temps. Et puis moi, comme je disais, j'avais entamé aussi un PhD, donc c'était plus facile pour lui qu'il vienne, au lieu que ce soit le contraire, que ce soit moi qui aille de l'autre côté, juste au moins pour me laisser la possibilité de finir mon PhD. Donc c'était d'un commun accord, mais je pense que déjà ça devait peut-être poser un petit problème. C'est l'homme qui vient chez la femme. Donc du côté de la famille déjà, de ma belle famille, je crois qu'il y avait déjà ce petit souci. Mais on arrive à gérer. Bon, je pense que là où ça se gâte, non, j'ai oublié. Non, le mariage ne se passe pas très bien. Tu vois, la mémoire fait abstraction de beaucoup de choses. Non, le mariage se passe très bien en apparence. Encore une fois, les apparences. Et comment comment en fait la société te fait vivre des choses et en fait tu dois montrer aux gens que tout est parfait en fait, que tout va très bien. Parce que non, le mariage ne se passe pas très bien parce que durant le mariage, et c'est là en fait c'est ça l'essence de l'histoire. Durant le mariage, donc on arrive au Cameroun tous les deux. Et puis pendant les préparatifs, justement, on doit aller voir les familles, etc.
Et on est en route pour revenir à Yaoundé. Après une visite, je pense que ça devait être chez des parents, je sais pas. Bref. Et à l'époque, c'était génial parce qu'à l'époque, en fait, quand tu avais un iPhone, et puis c'est toujours valable aujourd'hui, tu le synchronisais directement avec ton iPad. Mais je pense que c'était pas automatique que tout le monde arrête la synchronisation. Donc tu recevais un message, ça allait sur ton iPad dès que tu avais la connexion. Et puis moi j'étais sur l'iPad, et puis lui il était sur son téléphone, mais c'était son iPad. Et puis en fait je regardais des photos, je pense de robe ou je sais pas quoi. Et puis j'ai dit que je fouille pas trop, mais par contre, mon intuition m'a dit, va dans les messages, comme une bonne fille. Donc je commence à fouiller dans les messages et tout. Et puis là, je tombe sur un message assez déroutant, on va dire. Un message d'un gars, en fait, qui lui dit, ah, c'était très bien hier soir. Puis je remonte le fil et tout, et puis je me dis, ah, ok, bon, ok, donc il me trompe. Et puis, en fait, il y a toute une scène, tout un micmac où un soir, sa cousine est rentrée, ou bien un matin, sa cousine est rentrée, et puis le gars se cache dans une armoire, et puis il doit attendre. C'est vraiment le genre de scène, là, tu sais que quand tu as une relation extra-conjugale, et puis qu'il y a un membre de ta famille qui arrive, et puis tu es obligé de cacher la personne pour ne pas que ça se sache. Mais sauf que c'était un gars, en fait, c'était le nom d'un gars. Et là, j'étais comme, peut-être qu'il a mis le nom d'un gars, en fait, pour cacher, pour que ça soit pas perceptible, tu vois. Oui, comme beaucoup de comme beaucoup. Voilà. Et puis, et c'est bizarre, en fait. Donc, du coup, je regarde maintenant que des messages de gars, en fait. Je regarde finalement, je me focalise sur les messages de gars, sur les messages qu'il a reçus de gars. Et puis, il y en a un où là, je me dis, ah non, en fait, l'histoire là, c'est pas possible. Parce qu'il y en a un où, justement... Il y a plusieurs messages de gars différents. Ouais, il y a plusieurs messages de gars différents. Et il y en a un où, en tout cas, ceux que j'ai lus, parce qu'à un moment donné, t'es traumatisé, puis t'arrêtes. Il y en a un où il dit, ah non, mais c'était la première fois et c'était inoubliable. Je pensais que j'aurais jamais fait un truc comme ça. Puis là, tu dis... Non, si c'était une fille, c'est impossible que tu puisses pas faire des trucs comme ça. Donc ça ne peut qu'adresser effectivement vraiment à un gars. Donc là, c'est là où, en fait, alors t'imagines la scène quand même. Je suis dans la voiture, lui il est devant, et en plus je suis dans la voiture avec mon beau-frère. Donc mon beau-frère, pas son frère lui, mais le mari de ma sœur. Donc c'est le mari de ma sœur qui conduit, ou le chauffeur, je sais plus. Mais lui il est devant, il est juste devant moi. Il y a deux de mes petites sœurs à côté de moi. Et je me rappelle qu'une de mes petites sœurs me demande qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai dû faire un blocage où ma tête a dû changer. Elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je fais non, rien. Et puis, je ferme l'iPad. Et en fait, pendant tout le trajet, je suis en mode, en fait, je suis dans un cauchemar. Mais là, tu te dis, ok, alors, t'es venu te marier au Cameroun. Alors, mon père était à l'hôpital. Mon père donc dans un état très très critique. Il est décédé peut-être un an après, mais là il était vraiment dans une phase pas bien. Et ma mère, entre le stress de l'hôpital, donc de mon père qui potentiellement, à ce moment donné, on pensait même qu'il allait y passer. Donc elle est entre ce stress-là, pas seulement ma mère, toute la famille est dans ce stress-là, dans le stress de l'organisation du mariage. Je suis la fille aînée quand même. Et puis moi qui viens après, en fait, c'est difficile à assumer que tu vas venir et tu vas dire que tu annules le mariage. Parce que, en fait, ton père potentiellement va mourir quand il va entendre que le mariage est annulé, avoir une crise cardiaque. Ta mère potentiellement aussi peut avoir une crise cardiaque. Et puis en fait, t'as tout le monde entier qui va... bref, tout va aller en vrille. Donc du coup, c'est soit... Caroline, t'assumes tes conneries parce que c'est toi qui a pas su voir, c'est toi qui a pas su analyser, donc t'assumes jusqu'au bout et tu fais pas vivre ça aux autres. Ou soit tu n'assumes pas, mais potentiellement en fait tu amènes autre chose et tu fais, comme je t'ai dit, je suis très cartésienne, donc je fais vite la part des choses en disant que bon, je peux pas faire vivre ça à ma mère, donc je vais assumer. Et mais c'est pas parce que je vais assumer que je veux pas qu'il le sache. Je veux pas qu'il sache pas que je suis au courant. Ouais. Donc du coup, à peine on arrive, je me rappelle encore, on arrive chez lui, du moins chez ses parents.
Je lui montre l'iPad. C'est quoi ces messages? Ok, je m'en vais chez ma sœur. Et puis là je prends mes affaires et je m'en vais chez ma sœur. Je lui dis pas que rien n'est annulé. Sérieusement, j'ai rien. J'ai juste, je vais chez ma sœur. Et il me dit non, c'est rien. Nanana. Je lui dis, je vais chez ma sœur. Et à ce moment-là, je voulais rien entendre. Et donc j'arrive chez ma soeur et puis elle me demande aussi qu'est-ce qui se passe. Je fais non, rien et tout. Puis il y a juste 2-3 trucs, mais je vais passer quelques jours ici. Oh, il doit régler quelques trucs avec sa famille et tout ça. Je dis ok. Mais en fait, personne ne réalise. Personne ne peut imaginer. Personne ne peut imaginer et personne ne sait en fait où je suis en fait, dans quel gouffre en fait je suis. Et quand j'imagine aujourd'hui, je dis waouh, t'es forte quand même. Et bon, lui reprend les trucs très vite. Le lendemain, il vient me voir, m'expliquant que ah non, c'était juste genre un test. Il voulait juste savoir, mais que c'est vite oublié. Je lui dis non, c'est pas vite oublié. C'est pas une expérience que t'as eue. Donc soit tu acceptes que tu es gay, que tu es bi, que tu es whatever, tu vois. Mais tu peux pas me dire que c'était juste, tu voulais juste essayer quelque chose. Et même si tu voulais juste essayer quelque chose, ça veut dire que potentiellement tu as une attirance quelque part. Et la seule question qu'il a réussi à me poser, c'est que tu vas annuler le mariage? J'ai regardé. Je fais non, je veux pas annuler le mariage, mais ça c'est pas pour toi ni pour moi. C'est parce que j'ai ma famille à préserver. Et là, à l'heure actuelle, je me préserve pas moi, je les préserve eux. Je pense que c'était à peu près la réponse que j'ai réussi à trouver. Et donc, on a organisé le mariage. Je veux dire, c'est bizarre, j'avais une super mamie qui me disait toujours que peu importe ce qui va se passer ce jour-là, le seul truc, souris. Tu souris. Tu es au courant? Non, personne n'était au courant. Je te dis que ce truc-là, je l'ai gardé. En fait, tu sais, t'as un secret, tu le mets dans un coffre, tu tournes la clé et puis tu jettes la clé. Donc, lui et moi. That's it, that's all. Et tu l'as su combien de temps avant le mariage? Je l'ai su 3 jours avant la mairie. 3 jours avant la mairie. Pendant 3 jours, tu as... pendant tout le mariage. J'ai fait abstraction. Tu as fait abstraction. En fait, pendant toute la période du mariage, parce qu'on a eu la mairie, et une semaine après, c'était l'église, etc. Mais non, en fait, j'ai fait abstraction, même pas seulement pendant tout le mariage, j'ai fait abstraction longtemps après. Je veux dire que... faire abstraction, c'est faire comme si ça n'a jamais existé. Ouais, c'est faire comme si ça n'a jamais existé et dire que j'ai assumé, on va dire. Faire abstraction, c'est même peut-être trop dire, parce que non, j'ai pas fait comme si ça n'avait jamais existé. J'ai juste dit, bah tu assumes. Et j'ai assumé. Mais assumer, quand je t'entends, c'est comme si c'est une punition. Oui, c'est une punition. C'est une punition. C'est une punition parce que tu sais, au fond de toi, que, bah, en fait, t'es en train de faire semblant. Au fond de toi, tu sais que cette relation, c'est pas une vraie relation. Au fond de toi, tu te dis que, bah, alors soit il est gay, soit il est bi, mais il assume pas, mais du coup, ça influence beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'es pas l'aimé, plus ou moins. Donc oui, c'est une punition. C'est une punition d'être avec quelqu'un. C'est une punition de faire des photos le jour de ton mariage, de sourire, de faire semblant, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, t'es meurtri. Non, c'est une punition. Et cette punition, je vais te dire, je me la suis donnée, je me la suis imposée. Infligée même. Infligée même. Parce qu'à la fin de la journée, oui, j'aurais pu, le lendemain du mariage, dire que bon, by the way, j'ai fait une erreur. Mais je me la suis infligée jusqu'à ce que mon père meure. Mon père, il est mort 1 an et demi à peu près après mon mariage. Et je pense que tant j'avais accepté de ne rien dire, parce que je voulais pas que mon père ait une crise cardiaque, je voulais pas que ma mère subisse cette double pression et soit en mode... Bref, je voulais pas faire subir ça aux gens de ma famille. Tant le jour où il est décédé, c'était une libération, une libération dans le sens que, en fait, c'était le seul qui aurait pu me dire, tu restes là-dedans.
Et je suis resté là-dedans pour mon père, je pense. Mais le jour où il est décédé, j'ai dit que non, je peux plus, c'est bon. Ça... Avant d'arriver à l'après, donc l'après-décès de ton papa qui te permet de réaliser aussi là où tu es, peut-être parce qu'aussi finalement, peut-être qu'au fond aussi tu te disais que si tu lui avais parlé et t'avais dit de rester, peut-être que tu n'en serais peut-être jamais sorti. Est-ce que si t'avais dit reste dedans, tu l'aurais pas porté comme un fardeau? C'est des fois, d'ailleurs j'ai un proche qui le vit, c'est que ta maman par exemple décède et te dit ça sera ta femme, Caroline sera ta femme. Et quand ta mère décède, tu vois, t'as certains hommes qui, même s'ils aiment Isabelle, parce que leur maman leur a dit ça, ils s'imposent de choisir Caroline. Est-ce qu'au fond, tu penses que je t'ai dit, si j'en parle à papa, il va me dire peut-être de rester là, ou peut-être pas d'ailleurs, de rester là. Et dans ce cas, je vais rester là, même avant ou après lui, ou tu penses que ça n'avait rien à voir? Non, je pense que ça n'avait rien à voir parce qu'en fait, je me suis pas confiée. Alors, mon père et moi, on était complices, mais pas proches. Dans le sens, tu sais, parler de mes choses sentimentales, ou même de ma vie de façon générale. On était complices quand on se voyait, mais on n'était pas proches, genre, je vais lui confier mes choses. Donc je pense pas que ça soit cette peur-là. Je pense chronologiquement que c'était moi. Que c'était moi qui me suis infligé j'assume. Et à un moment donné, j'ai juste décidé que je n'assumais plus. Et l'élément déclencheur, c'était c'était la mort de mon père. Mais pourquoi cet élément déclencheur aussi qui est la mort de mon père? C'est parce que avant même la mort de mon père, il y a eu quelques épisodes où j'ai dit que non, ça marche pas. Parce que, à un moment donné, je pense que c'était, à mon anniversaire, mon frère voyageait beaucoup. Et il sentait que j'étais en dépression. À distance, il sentait que j'étais en dépression. Donc, il me dit, tiens, je te paye un voyage pour ton anniversaire. On va aller choisir la destination. Je fais, yeah, youpi. Donc, je choisis la destination. On se retrouve là-bas. Et je crois que je dépose mes valises. Et puis, je lui dis, il est gay. Il dit, il c'est qui? Alors, il me dit, ton mari? Je lui dis, oui. Il dit, comment tu l'as su? Depuis quand tu le sais? Et je lui raconte. Je lui dis, je le sais depuis très longtemps. Je lui raconte la scène de la voiture, le mariage, le ceci. Puis là, il me serre dans ses bras et puis il me dit, même à moi, tu me l'as pas dit? Je lui dis, en fait, peut-être que tu as raison que si je l'avais dit plutôt à mon frère, effectivement, et le fait qu'il m'aurait dit de rester avec, ça m'aurait engagé. Là, peut-être que tu as raison. Tu sais ce que tu disais auparavant, cette relation-là, j'étais avec mon frère, donc peut-être. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Tu me fais penser que c'est exactement ce qui s'est passé, parce que il m'a dit, reste, et tes enfants, et puis après, tu fais ce que tu veux. Je lui dis, je vois que je suis que je suis à bout. Tu me dis de rester, de faire mes enfants. Donc, en fait, il dit, c'est le moindre mal. Si tu as pu supporter ça pendant 1 an et demi, 2 ans, tu peux... Je fais, ok. Mais, bon, je le dis de façon très simpliste. Ouais, très simpliste. Et aujourd'hui, il est allé avec les mots, il a pris les gants, il m'a effectivement... démontrer le pour, le contre. Il a fait une analyse et puis à la fin de la journée, j'ai dit c'est peut-être pas faux. Et après, il y a quelque chose qu'il m'a dit et puis après que j'ai réentendu plus tard quand je l'ai annoncé à ma mère. Tu l'as annoncé à ta mère aussi? Beaucoup après. Après le décès de mon papa, bien plus tard. Quels sont les plus les pour qu'il a pu te dire ou les contre qui t'ont fait, enfin même un ou deux éléments pour les personnes qui écoutent peuvent vivre ça? Première chose, il te dit, tu sais, il y a des femmes qui vivent avec ça et qui réussissent très bien leur vie. C'est pas un pour, mais juste, tu sais, il te met en contexte en disant que... c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et que chacun, entre guillemets, peut faire sa vie. Vous êtes dans ce mariage-là, dans ce cadre-là. Chacun fait sa vie tant que vous élevez vos enfants de façon convenable. Et il dit qu'il y a plein de couples qui sont comme ça. Je dis ok. Le pour, c'était un peu le côté familial, le cadre familial. Dire que bon,
au moins tu as tes enfants dans ce cadre familial qui est le cadre familial entre guillemets standard de la société, tu sais, le papa, maman et puis les enfants. Et puis moi, de temps en temps, je me disais oui, mais sauf que, enfin, après j'ai eu cette réflexion en me disant que ouais, mais c'est bizarre parce que tu dis que tu vas élever tes enfants dans ce cadre familial et puis si un jour quelqu'un décide de faire son come out, là, d'un seul coup, même les enfants sont brisés, tu sais. Et donc, bon, bref, ça, c'était autre chose, c'était la petite anecdote. Mais le contre, c'était le côté psychologique. C'est un pour et c'est un contre. Il connaît mes forces et mes faiblesses, mon frère. Il sait que mon côté psychologique peut vraiment être... Bah, après, je sais pas si on l'avait déjà déterminé, parce qu'après ça, j'ai fait une dépression, mais... Je suis forte psychologiquement. Donc, à l'époque, mon frère était là que ça, you can handle it. C'est bon. C'est juste protège-toi et mets les jalons pour que ça se passe bien. Mais je pense qu'il le disait de par mon caractère. Après, le côté pour, je pense que c'était aussi, c'est encore une fois l'image qu'on reflétait à la société, de dire qu'on était capable de construire ensemble. Je parle de mon ex-mari et moi. De dire vous êtes deux personnes très ambitieuses, vous pouvez aller loin. Et entre guillemets, si ce n'est que ça peut aller. Si ce n'est que ça. Par rapport à ce que d'autres vivent dans leur mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était très... À la rigueur, ouais, peut-être que ça aurait pu aller. Peut-être que j'aurais même pu vivre avec... Quand j'écoute des amis, la famille parler de ce qui se passe dans leur mariage, je dis que, waouh, des gens acceptent ce type de souffrance. Moi, c'était rien par rapport à tout ça. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, avant de continuer, je veux revenir à la mairie. Oui. 3 jours avant, tu découvres ça. Et là, j'imagine, parce que je vois la scène des... dans les mariages, là, où on célèbre l'homme, enfin, tout ce qu'on peut dire dans les mariages. Comment tu es? C'est l'entrée à la mairie, le regard de toutes ces personnes dans la salle. Je suis souriante et sereine. Je me fais peur à moi-même, en fait. Tu es souriante et sereine. C'est très fort. Je suis souriante et sereine. Tu sais, jusqu'à 5 ans après mon divorce, je n'ai pas pu regarder les vidéos et les photos Les photos encore, mais je n'ai jamais pu regarder les vidéos de mon mariage. 5 ans après mon divorce. Parce que je crois que je me faisais peur à moi-même, en fait. Je me disais que donc, en fait, t'es capable de jouer, en fait. T'es capable de jouer un rôle. Mais c'est dangereux, une personne qui est capable de jouer un rôle, en fait. Parce que mon frère n'a jamais imaginé cela. Mon frère, c'est la personne avec qui je suis le plus proche. Il n'aurait jamais pu... Et je vais te dire, personne au mariage n'aurait pu imaginer ce que je ressentais. C'est-à-dire que j'étais souriante et sereine, mais j'étais sereine, et je pense que j'étais pas sereine pour entrer dans ce mariage. Je pense que j'étais sereine parce que mon visage dit beaucoup. Je veux dire, quand je suis énervé, ça se voit tout de suite. Quand je suis heureux, ça se voit tout de suite. Quand je suis. Donc, du coup, il fallait que je sois sereine intérieurement pour que les gens ne voient pas que je souffre. Parce que ça serait vu, en fait, que je ne veux pas de ce mariage. Et on aurait commencé à me poser les questions. Donc là, c'est vrai que de temps en temps, en fait, après, je me suis regardé, je me suis dit, mais j'ai peur de moi-même. Comment t'as pu jouer un rôle? Mais un rôle... Non, j'étais bien, hein. Gars, je pourrais être actrice, je pense. Mais non, j'avais refoulé. Pareil pour l'église. Parce qu'il y a eu une semaine, tu dis, il y a eu une semaine de décalage. Pendant une semaine, tu réfléchis pas beaucoup. En fait, je vais te dire, entre le moment où je le sais et je pense dans la continuité, je suis très froide et très distante dès qu'on est à deux. Quand on n'est que tous les deux, presque on se parle pas. Sauf si c'est pour, ok, on arrange ça, c'est comme ça. Ok, c'est bon, c'est fini. Ok, on passe à autre chose. Mais dès qu'il y a une personne extérieure, non, je retrouve mon sourire et tout. Show must go on. Quand vous vous mariez, chacun part ensuite de son côté. Oui. Et donc, ça facilite, en fait, le fait que chacun parte de son côté. Enfin, moi, ça me facilite la vie parce que, du coup, je ne vis pas au quotidien avec cette réalité, exactement, cette réalité. Là où ça me rattrape, cette réalité, et très vite,
c'est quand je dis que bon, tant qu'à être là-dedans, là, bah, allez, bah, maintenant il faut avoir les enfants quand même. Notamment après ta conversation avec ton frère. D'abord, non, c'était avant. D'accord. C'était avant. Parce qu'il y a aussi des... C'était avant, parce que je me dis, bon, ah bah, tant qu'à être là-dedans, faisons en sorte d'avoir les enfants. Et puis, on va essayer, hein. On est là-dedans, essayons. Parce que lui, il maintient plutôt un truc... il continue à maintenir le fait qu'il a voulu essayer. Oui. Il ne dit pas qu'il est Non. homosexuel Du tout. ou bisexuel. Non, du tout. Et là, bon, on essaye et ça passe pas. Et moi, le truc, c'est que moi, les gynécologues m'ont toujours dit que, gars, madame, vous êtes trop fertile. Votre taux de je sais pas quoi est plus fort que la moyenne, donc, pardon, faites attention. Ok, d'accord. Et puis, pourquoi avec lui, ça passe pas? C'était ça, en fait, le truc. C'était que bah, tu commences à douter. Alors, est-ce que mon choc, si je puis appeler ça mon choc ou mon traumatisme, a eu une influence sur mes hormones? Je vais faire les examens. Mon gynéco, il dit, Caroline, entre il y a 1 an, 2 ans et aujourd'hui, rien n'a changé, quoi. Si tu vas avoir les enfants, tu vas avoir les enfants. Il y a rien. Donc là, je lui dis, by the way, est-ce que tu peux aller faire tes examens? Parce que moi, en tout cas, tout est normal. Puis là, il va faire les examens et puis il dit que non, apparemment, il a un problème, etc. Et qu'il peut pas... et qu'il va avoir du mal à avoir les enfants. Puis là, c'est une autre massue qui tombe. Non, mais là, c'est une autre massue qui tombe sur la tête. Parce que... Et en fait, là, c'est là, tu sais, quand tu dis que t'as pas vu les signes, quand tu demandais tout à l'heure, Caroline, est-ce que t'avais pas vu les signes? Et c'est là où je dis que, mais... Ce gars-là, un jour, il m'a demandé si je voulais faire la fécondation in vitro pour avoir des jumeaux. Puis là, j'ai dit que, mais... Non, c'était pas pour avoir des jumeaux, c'est potentiellement peut-être parce qu'il le savait déjà. Et en fait, c'est là où En fait... Et c'est à partir de là où commence ma dépression, en fait. Parce que... En fait, là, je me dis que ce gars-là, il m'a fait subir quelque chose dans lequel j'étais pas... Il m'a fait entrer dans un moule dans lequel j'étais pas d'accord. Quand tu rencontres une personne, il y a des personnes qui peuvent accepter que t'es bi et puis être avec toi. Mais tu m'as fait entrer dans un mariage avec une personne inconnue qui est bi. Et peut-être même que tu me l'aurais présenté, j'aurais dit que, tu sais, je suis un âge de me marier, bon, ouais, on peut aller faire nos affaires, et puis, bon... Mais tu m'as mis sur le fait accompli. Et tu m'as même pas mis sur le fait accompli, je l'ai découvert à mon insu. Mais là, tu me mets dans une double relation, dans une double situation où, alors, non seulement, à la rigueur, je n'accepte pas que t'es bi, mais je fais avec, ou bi, ou gay, ou whatever, mais je fais avec. Mais en plus, potentiellement, tu savais que tu peux pas, que t'as des problèmes en tout cas pour avoir les enfants. Donc, en plus, tu me mets aussi dans cette réalité-là. Et là... Ton monde s'effondre. Là, mon monde s'effondre. Parce que là, je dis qu'alors... Et là, je me dis, mais Caroline, tu sais pas faire le bon casting. Ça ne... Et là, en fait, tu te remets en question. Parce que là, à ce moment, je me dis que tout ce que tout le monde a toujours dit, je lui ai dit, Caroline, tu es difficile. Caroline, pas sûr que tu trouveras un gars qui répondra à tes attentes, ou bien t'en trouveras un. Mais puis là, parce que c'était les propos des gens en fait avant que je me marie. Donc et là je me dis que en fait le monde entier avait raison, parce que je suis même pas capable de trouver un homme, un mari en fait qui m'aime moi. Je vais aller faire le mauvais casting qui en fait, aime autre chose. Et en plus, non seulement il aime autre chose, mais en plus, il peut pas avoir d'enfant. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Potentiellement, Dieu l'a pas béni là-dedans, mais c'est pas de sa faute. Mais sauf que, ma réflexion, c'est que, waouh, en fait, t'es tombé bas. Mais là, je remets tout sur moi, et c'est là où commence la dépression, parce que là, du coup, tu commences à douter de toi. Et j'ai douté de moi, j'ai commencé à douter de moi. Le boulot, oui, ça allait pas. Le PhD, j'étais en mode, ouais, on verra. Et là, décède mon père.
c'est là où décède mon père. Et c'est là où j'ai... Non, en fait, j'arrive j'arrive au Cameroun. Et puis... ah là là. C'est bizarre. C'est bizarre la vie parce que même avant le décès de mon père, au moment où, en fait, il dit que il peut pas avoir d'enfant, on discute quand même, quoi. Et on pense effectivement à la fécondation in vitro. Hein? Mais la vie est bizarre parce que même quand tu fais une fécondation in vitro, c'est la femme qui subit. Et en fait, là, je commence à... On fait le processus, en fait. Je suis très résiliente. Hein. On fait le processus, je commence à prendre des hormones, des ceci. Je pense qu'il y a tout ça, en fait, qui... Tu sais, quand les hormones commencent à jouer, quand tu injectes, en fait, des hormones pour que, en fait, le fœtus puisse être pris, en fait, là, tu deviens irritable. Et puis, là, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai aucun problème dans tout ça. Pourquoi c'est moi qui subis ces hormones-là? Pourquoi c'est moi qui subis ce traitement-là? À la fin, moi, j'ai aucun problème. Et lui, de son côté, en fait, il est bien là où il est. Parce que de son côté, il voyage, il fait ses trucs. Tu sais, je te rappelle qu'on n'est pas dans la même ville, dans le même pays même. Mais tu sais, tu vois son Facebook qui bouge. Et puis toi, tu es là, tu es en train de... Puis là, j'ai... Mais même ça, et il n'est pas très supportif. Bon, peut-être il pense qu'il est supportif à sa manière, mais il ne l'est pas parce que à la fin de la journée, moi je suis en mode, je n'ai aucun problème. En fait, tu devrais être là, tu devrais même prendre tes clics et tes claques, déménager, venir, et c'est toi qui devrais m'accompagner au quotidien dans ce truc-là, parce que tu es en train de me faire subir quelque chose qui n'était pas dans mon trajectoire de vie et qui est en train de m'anéantir. Je le dis aujourd'hui, même à tête reposée, qui était en train de m'anéantir. Mais il ne comprend pas. Mon père décède. Grande cérémonie, grand truc. Je décide que j'en peux plus. Et non seulement je décide que j'en peux plus, je lui dis pas encore. Mais là, j'en parle à ma mère. Je lui dis que, voilà, en fait, avant de retourner au Canada, je dis à ma mère que, bon, voilà la situation. Et je vais pas continuer. Et puis, elle me dit, t'as bien réfléchi, parce que, justement, il y a des familles qui vivent comme ça, tu sais jamais ce qui se passe entre les quatre murs, si tu pourras entendre des vertes et des pas mûres ici qui seraient pires que ta situation. Je lui dis, tu sais, ma situation est la suivante. Et c'est moi qui la vis. Et psychologiquement, je suis à bout. Je n'y arrive plus. Et il vient pour le décès de mon père, parce que c'était un gros truc. Oui, le décès du père de ta femme, quoi. Ouais, il vient. Mais après, il va faire la belle vie en Angleterre. Je crois que c'est en Angleterre, je sais plus, ou bien... Bref, après, il va faire la belle vie autre part, pendant que je suis en train de pleurer mon père, en fait. Et là en fait, j'imagine... Je réalise à quel point l'homme est foncièrement égoïste. Parce que toute la situation... En fait, tout ce que je te raconte que je subis... Là, tu viens s'ajouter le décès de mon père et quelqu'un ne trouve pas autre chose que d'aller faire du tourisme quelque part. Et là, j'ai dit, mais attends, non. Je l'appelle là où il est, je lui dis, by the way, je demande le divorce. Ah bon, ouais, pourquoi et tout. Et je lui dis, je demande le divorce. Et je lui ai demandé le divorce au Cameroun parce qu'on s'est marié au Cameroun et puis que ça fait... et puis que je veux pas avoir affaire à tous les trucs papasseries, nana, je veux que ça aille vite. Je veux tourner la page. Il est pas contre. En fait, je pense qu'à ce moment-là, il dit qu'il a
pas grand-chose à dire. Et c'est vrai qu'en règle générale, quand je prends des décisions, c'est réfléchi. Et puis là, ça devenait vital pour moi. Parce que j'avais vraiment commencé à faire une dépression. Je veux dire, je me suis retrouvé chez le psychologue. Je me suis retrouvé avec une amie qui est restée 1 mois et demi à la maison, à mon chevet, parce que un soir, je me suis retrouvé, pas nu là, mais en pyjama, dehors, il était 1h du matin. Mon amie, qui est médecin, elle voulait même me faire interner. Elle a appelé mon frère, elle a dit, moi, il faut qu'elle soit internée. Soit elle est internée, soit il y a quelqu'un 24 heures sur 24 avec elle. Mais elle ne va pas bien. Et puis, et en fait, j'abandonne tout, en fait. Je me mets en... Bon, enfin, le psy, les médecins me mettent sous comprimé, là, comme on dit, qui t'endort. Donc, du coup, repos médical, au boulot. Mon PhD, c'est pareil. En fait, t'es plus... Moi, je peux plus. Tu peux plus rien faire. Puis un jour je me réveille parce que le truc c'est que les antidépresseurs, tu deviens très vite dépendante. Ça c'est aujourd'hui je dis souvent je dois ma vie peut-être à cette copine-là. Parce qu'à un moment donné elle me dit tu sais même ça tu vas arrêter. Même ça, tu vas arrêter, tu vas passer de 1 à 2. Le psychologue, lui, il trouvait que c'était pas encore le temps. Mais elle me dit non, tu vas passer de 2 à 1, tu vas diminuer les doses et puis ça va aller. Et puis, elle me faisait sortir et puis ceci. Bon, mon frère lui m'appelait tous les jours. Et puis bon, au bout de 2 mois, ma mère arrive. Elle arrive et puis elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis non, moi je vous avais dit que j'étais à bout. Je vous avais dit que j'étais à bout, que j'en pouvais plus, et puis c'est trop de pression. Et puis, en même temps, je pense que j'avais eu aussi beaucoup, tu sais, avec le traitement, avec du recul, je me dis, le traitement pour l'in vitro aussi m'avait ajouté beaucoup d'hormones et m'avait rendu, de nature, je dois être hypersensible, mais là, ça m'avait rendu, alors, voilà quoi, au bout de de mon hypersensibilité. Et donc j'en pouvais juste plus et je sombre. Non, j'étais au bout du rouleau. J'ai sombré. Est-ce que là ta maman réalise entre le moment où elle te dit les gens vivent avec ça et là elle réalise que son enfant non, ma mère réalise et elle me dit le mariage c'est pas une fatalité et fais ce que t'as à faire. T'es pas obligé de et elle le dit comme tu dis. Je veux pas que mon enfant souffre parce qu'elle est dans un mariage. Et il y a une réunion de famille, pseudo-réunion de famille. Moi, le seul truc que je lui ai dit, quand je lui ai dit, ton secret là, c'est ton secret, j'ai pas de tort à te faire, c'est ton problème. Mais par contre, je ne veux pas entendre mon nom dehors. Parce que ça a toujours été que c'est Caroline qui est difficile. Ça a toujours été que elle va pas trouver de mari, elle va pas ceci, elle va pas cela, parce qu'elle a un fort caractère et elle est trop difficile. Et je lui ai dit que je n'accepterai aucune faute parce que je pense que j'ai trop donné, j'ai tout fait pour que ça marche. Et j'en ai même donné ma santé psychologique. Donc peu importe, hein, si un jour j'entends que une faute venait de moi et que ça vient de ton côté, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Et donc du coup, l'autre là, il a exécuté à chaque fois qu'il y avait même une réunion, il dit non, c'est moi. C'est moi, c'est pas elle. Elle, non, c'est pas moi, c'est pas elle. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se... Donc, tu connais les familles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez fait le mal, mais ceci, mais cela, non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, personne ne veut parler. Lui, le seul truc, c'est que je prends tous les torts. Mais je pense que les familles se disent que le gars m'a trompé et que j'ai pas supporté et puis que de toute façon, elle peut pas vivre avec un gars qui la trompe. Donc, je pense que ça a dû être ça, le schéma que tout le monde se dit. Mais donc c'est un peu ça, donc voilà. Tu penses que sa famille, il y avait des gens qui étaient au courant? Avec le recul ou pas du tout? Avec le recul, je pense que tout le monde a des soupçons. Parce que quand j'ai vraiment décidé de divorcer, un truc que mon frère m'a dit, tu sais, trop de gens sont impliqués dans ton mariage et tiennent à toi.
Et quand il dit que sélectionne quelques personnes à qui tu dois la vérité, parce qu'ils vont pas comprendre. Tu leur dois ça. Donc effectivement, j'ai sélectionné mes quelques personnes clés à qui je leur ai dit que voilà. Parmi une de ces personnes, je le savais! Caroline, je le savais! Mais c'est juste que... Mais il y avait quelque chose! Non, je le savais! Je le savais! Mais pourquoi t'as pas dit? Ah, j'en sais rien. Tu sais, après tu dis, mais pourquoi vous avez pas sonné l'alerte, la cloche et tout? Bah... Comment tu veux sonner l'alerte un peu à ta sœur Ouais, c'est ça aussi. Qui va se marier avec un homme en lui disant que bon, ton homme... Ton homme, là, je crois que... Il est gay aussi. Mais, dans une particulièrement, et une autre m'a dit clairement que elle l'avait su, mais elle n'y croyait pas. Est-ce que une de ses connaissances était sortie avec lui bien avant et lui avait dit que il est gay. Et elle lui avait dit que mais non. Et elle a pensé que c'était la frustration de la fille. C'est quand une go est frustrée là. Elle a dit que non, je pensais qu'elle était juste frustrée, mais c'était pas la première fois qu'elle entendait. Elle dit bon, ok. Donc non, donc en fait autour de moi, je crois que... Et puis je crois que même du côté de sa famille et de ses amis, potentiellement, je pense que les gens ont toujours dû se questionner, mais n'acceptent pas en fait. Et puis tant que c'est pas avéré, tu sais, les Africains, tant que c'est pas avéré, ils choisissent. Ils choisissent. Faire, des fois. Voilà. Et bon, donc c'est ça. Mais bah, ça m'a fait perdre un PhD parce que j'ai carrément arrêté. J'ai plus le courage de continuer mon PhD après ça. Entre la demande de divorce, enfin l'injonction en divorce et la validation entre guillemets par la justice, il y a eu combien de temps? Il y a eu 1 an et demi. Il y a eu 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ça a été très vite parce que aussi, tu sais, je demandais rien. Je voulais juste que ça soit signé. Et mon avocat, lui, me demandait, oui, mais pourquoi qu'il faut qu'il donne quelque chose au tribunal, qu'il faut que ça aille, pour que ça aille vite. Et je lui ai dit, bah, juste dit que... Il m'avait sorti un terme... Pour dire qu'il n'était pas venu vivre avec toi. Voilà. Mariage non consommé, quelque chose comme ça, voilà. Et donc, du coup, ça a été très vite. Ça a été très vite. Et comme vraiment, aucune partie ne demandait rien, donc c'est pour ça que ça a été très vite. Bah, après, à la suite de cette dépression, j'ai décidé juste de rentrer en Afrique. Voilà. Et c'est ça. Et aujourd'hui, comment tu vas? Très bien. Très bien. Aujourd'hui, je veux dire... Ça date d'il y a combien de temps? Le divorce, c'était il y a combien de temps? On est en quoi? On est en 2022. Ça doit dater de 6 ans, je pense. 5 ans. Ça date d'il y a 5 ans. Ça date d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai mes 2 filles. 2 magnifiques, jolis bébés. Je me suis refaite. Je me suis pas réconciliée avec les hommes. Mais je me suis pardonné. Non, je me suis pardonné. Je me suis pardonné de ne pas avoir fait le bon choix parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'il faut assumer ce qu'on fait et j'assume que c'est moi qui n'ai pas fait le bon casting, c'est moi qui n'ai pas fait les investigations suffisantes, c'est moi qui n'ai pas pris le temps de bien connaître la personne ou de ne pas poser les bonnes questions aussi. Il a essayé de te recontacter, t'a demandé pardon. Sa famille t'a contacté. Sa famille m'a contacté pendant longtemps, mais ça c'était pour ne pas que je divorce. Ça c'était. Mais après sa famille m'a jamais vraiment trop aimé, donc voilà, je libérais un peu leur fils. Mais lui, pour me demander pardon, je te dirais non. Enfin, je sais pas, peut-être.
peut-être d'une certaine façon, à sa façon, ouais, peut-être à sa façon. Le dernier contact qu'on a eu, c'était pour demander la grosse de divorce, parce qu'il y avait un truc et tout. Et ça, c'était il y a quelques années, je crois que c'était il y a peut-être 2 ans et demi, il y avait un truc par rapport à la grosse. Mais non, c'est ça. Donc après, je suis resté en contact avec une de ses bonnes amies qui m'a beaucoup soutenu et qui a compris. Et je crois que c'est la seule. Je pense qu'elle s'en doutait. Et je pense qu'elle s'en doutait et qu'elle a mis aussi sur le fait accompli et elle lui a demandé, dis-le-moi, si, ceci. Et il lui a dit qu'il ne sait pas. Mais elle était pour elle aussi de se racheter. Enfin, si elle t'aimait bien comme personne, se dire... Non, on est resté en contact. Je trouve que c'est une très bonne personne parce que c'est la seule qui, de son côté, c'est vraiment la seule qui a creusé, qui s'est pas arrêtée au fait, entre guillemets, capricieuse. Et puis elle m'a dit qu'elle lui a dit que non, si une fille, malgré son caractère, fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Jusqu'au divorce, ça veut dire qu'il y a quelque chose, alors que vous êtes mariés il n'y a pas longtemps. Et elle lui a demandé qu'est-ce que tu lui as fait. Et en fait, je crois que elle était très supportive. Elle m'a appelé, et après, à un moment donné, je lui ai dit, by the way, je fais une dépression, donc... Et je ne peux pas aller plus bas que ça. Je lui dis que ce mariage et cet homme m'a enlevé plein de trucs, en fait. C'est ça. J'espère qu'un jour je referai mon PhD, j'en sais rien. Moi, mon PhD, c'est mon rêve. J'espère qu'un jour je le reprendrai. Mais juste le fait qu'il m'a enlevé ça, il m'a enlevé le plus beau jour de ma vie. Parce que quand je te dis que je souriais, que j'étais sereine, mais à la fin de la journée, à l'intérieur de moi-même, j'étais morte en fait. Et il m'a enlevé le plus beau jour de ma vie, enfin ce qui est censé être le plus beau jour de la vie d'une femme. Et je lui ai dit que je pense que c'est... Voilà, en fait c'est tout ça qui m'ont fait sombrer. Et puis le fait qu'elle était à l'écoute, je pense le fait qu'elle était à l'écoute et que je me disais, que je me sentais en tout cas un côté supportif, même si c'est de son côté, et dire qu'au moins il y a une personne de son côté qui me comprend et que c'est pas seulement de mon côté, et qui essaye de savoir les choses, qui essaye de creuser. C'est souvent tu es dans des situations et puis tu observes et puis tu dis que bon, et surtout quand c'est ta personne qui est là à ça, tu observes et puis tu dis que mais et jusqu'aujourd'hui, avec elle, on est en contact et je la remercie beaucoup d'avoir été présente à ce moment-là. Je pense que c'est... On dit toujours qu'il y a les deux versions dans les histoires. Je pense que c'est une des seules qui a les deux versions. Les autres, que ce soit de mon côté ou que ce soit de son côté, n'ont pas les deux versions. Je pense que ça doit être peut-être même être la seule personne qui a les deux versions et qui a cherché à avoir les deux versions. Si demain, tu apprenais que la petite sœur d'une amie ou une personne lointaine se mariait avec lui, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je sais pas parce que la vie, chacun a sa vie privée. Aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qu'il devient. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être demain il va faire son come out, comme peut-être qu'il a oublié ce côté-là en lui. Et je pourrais pas me permettre de juger ni de même donner des conseils. Je pense que le seul truc, c'est que j'appellerai peut-être son amie et je lui dirai que sois sûr que cette fille n'est pas le même scénario que moi. Je pense que c'est son amie qui serait mieux placée, peut-être, pour les asseoir tous les deux et leur demander s'ils ont bien réfléchi. Moi, c'est ça que peut-être que j'aurais voulu, que quelqu'un s'asseye avec nous. On n'a pas eu ce truc de thérapie, tu sais, de savoir est-ce que vous avez bien réfléchi, c'est ça le mariage, c'est ceci, c'est cela. Mais je demanderais à son ami de faire peut-être ce travail-là. Je n'irai pas directement voir la fille ou le voir lui, parce que c'est leur vie, mais je dirais à son ami que, tu sais,
il y a déjà eu un épisode. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre pâtisse de cela. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à tes filles si demain elles écoutent cet épisode? Oh que je les aime fort. Mais qu'elles soient égoïstes. De d'abord penser à elles-mêmes. Qu'elles ont de la valeur. Et que la principale chose dans la vie, dans les relations, dans un couple, c'est d'abord d'être heureuse de soi. Si on n'est pas heureuse, le couple ne sera pas heureux, le couple ne fonctionnera pas. Et il y a des moments, les hommes savent mieux le faire que nous, je le dis aussi à mes filles, ils savent être égoïstes dans les couples. Nous, on ne sait pas l'être. Mais il faut être égoïste dans un couple. Je pense que c'est ce que je leur dirais. Comment tu as fait pour t'en sortir? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui intéressera certainement la communauté. Ou quels sont les mécanismes que tu mets de toute manière pour t'en sortir? Parce que je pense qu'on n'en sort jamais vraiment guéri totalement de ce type d'histoire. Mais c'est peut-être des choses que tu fais day by day pour garder la tête haute. Est-ce que tu as des tips que tu pourrais partager? Faire une thérapie, tu as dit que tu as fait une thérapie par exemple. Oui. C'est pas très commun en fait chez les Africains, chez les Noirs, d'aller voir un psychologue. On croit que c'est toujours pour les fous et tout ça. Mais c'est très important de faire une thérapie. C'est très important de voir un psychologue. On est de nature résilient. Je suis très résiliente. Mais quand le fardeau est trop lourd à porter, on a besoin d'une aide extérieure. Et l'aide extérieure, oui, des fois c'est parler à une amie, des fois c'est parler à la famille, mais ils n'ont pas les tips professionnels. La différence entre parler à une amie, la différence entre parler avec mon frère et parler à mon psychologue, mon frère va me conseiller selon son vécu, mais il n'aura pas assez de recul. Et il n'aura pas le background professionnel pour me donner justement les steps à suivre. Le psychologue, lui, ce qu'il a fait, et c'est vraiment le conseil que je donne, c'est d'aller voir un psychologue. Si on est à l'aise à voir un psychologue, il faut être à l'aise aussi dans ce qu'on fait, et de parler. Il faut évacuer, en tout cas. La première chose, c'est évacuer. Évacuer. Il faut parler. Parler, ça libère. Après, au day-to-day, je pense que j'ai commencé, après tous ces épisodes, à faire un peu de développement personnel. Donc, au day-to-day, c'est juste... Lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est très important. Mais lâcher prise dans le bon sens, parce que des fois, on lâche prise aussi un peu trop facilement. Mais c'est lâcher prise dans le bon sens. Je veux dire, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et tu vois, tout à l'heure, quand je disais que j'ai assumé le fait que ce soit moi qui ai fait le mauvais casting, c'est aussi se dire que oui, j'assume que ce soit moi qui ai fait le mauvais casting, mais c'est pas moi l'erreur. Ça, c'est très important. C'est que l'estime de soi, il faut... Quand on est en dépression, c'est trop tard, en fait, parce qu'on n'a plus d'estime de soi. Mais avant d'arriver dans la phase de dépression, il faut toujours garder son estime de soi. Garder une image positive. Donc, au quotidien, c'est un peu ce que je fais. C'est vraiment me rappeler que j'ai de la valeur, vraiment me rappeler... Maintenir mon estime de moi-même, en fait. Oui, parce que, obviously, quand on t'écoute, tu n'avais pas une image positive de toi. Non. Parce que les gens te renvoyaient aussi une image qui peut-être ne correspondait pas à qui tu étais foncièrement. Non. Et tu t'es approprié cette image et tu l'as pris comme une sorte de conséquence, cause à effet. Oui. C'est parce que je suis ça. Que c'est ça qui m'est arrivé. C'est ça qui t'est arrivé et tu as subi et l'image que les gens avaient de toi, qui n'était peut-être pas ce que toi tu pensais de toi, et ce que cette autre personne a fait. Il y a vraiment un côté extérieur et intérieur. Être bien intérieurement pour contrecarrer tous les événements extérieurs qui peuvent nous toucher. Est-ce que ta mère s'en est voulu
de tout ça ou pas, selon toi? Ton frère? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Sinon, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je sais pas s'ils s'en sont voulus. On n'en a jamais vraiment parlé de cette manière-là. Si mon frère s'en est voulu, ça aurait peut-être été de ne pas l'avoir vu assez tôt. Et puis j'aimerais lui dire que il peut pas tout voir, il voit déjà assez. Et chacun a ses problèmes, donc dans tous les cas. Ma mère, si je me mets à sa place et que je me dis qu'elle s'en est voulu, je sais pas si elle s'en est voulu, mais si elle s'en est voulu, c'est peut-être d'avoir peut-être un peu trop mis la pression sur ses filles pour qu'elles se marient, parce qu'à un moment donné ça donnait une pression. Ça serait peut-être de dire que ouais, j'aurais peut-être pas dû leur mettre autant de pression. Et tu disais que tu étais la première. Ouais. Quel impact ton choix a eu sur... Parce qu'on dit souvent c'est la première qui montre l'exemple. Ah là 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 là. C'est la première qui montre l'exemple, mais bon, chez nous, c'est la première qui s'est mariée très tard. Donc d'autres sont mariés avant moi, donc ça c'est bien. C'est la première qui se marie très tard, qui divorce au bout de... qui divorce très vite aussi. Je sais pas si ça a eu un impact. Ça n'a pas eu d'impact direct sur le mariage de mes sœurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gossip, ça c'est sûr et certain. Mais elles n'ont pas suivi mon chemin. Voilà. Elles n'ont pas suivi mon chemin. Et je leur souhaite pas. Je leur souhaite pas. Je pense qu'elles sont dans de bons mariages, elles ont de bons maris, donc je leur souhaite pas. Je souhaite pas. Je souhaite que les femmes qui suivent. Je souhaite que des femmes soient libres de prendre leurs décisions quand ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas. Et puis il faut définir ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans un mariage. Ce qui ne va pas dans un mariage pour une peut très bien aller pour l'autre. Donc c'est quand on ne se sent pas nous-mêmes à l'aise et bien, voilà, dans le mariage. Et qu'on arrête de nous dire que le mariage c'est supporter. Ça, c'est quelque chose que la société, les parents doivent arrêter de nous inculquer. Le mariage, ce n'est pas supporter. Le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment et le mariage devrait être de l'amour, devrait être de la complémentarité et devrait être des sacrifices d'une part et d'un bord et d'un autre, mais pour avancer, pour progresser, pour fonder une famille, mais pas le supporter. Supporter par défaut, ça a déjà un poids en fait. Ouais, supporter, subir. Subir. Et c'est tellement dit, enfin nos parents nous le disent, mais tu as des chansons aussi. Ouais. L'artiste comme Loco, il faut supporter. Il faut supporter. Et c'est vraiment non. cross generation. Exactement. Et j'ai envie de dire là aux mères que on supporte pour leur faire, aux parents, on supporte pour leur faire plaisir. Et quand on dit supporter, moi, j'ai eu à la rigueur la chance, c'était de la violence psychologique, mais même la violence psychologique, tu peux en mourir. Mais ça aurait pu être de la violence physique. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui supportent de la violence physique et finalement on les retrouve dans un cercueil et la seule chose potentiellement qu'elles ont envie de dire à leurs parents ou à leur mère, c'est que « Maman, j'ai fait ce que tu m'as inculqué. Maman, tu m'as inculqué à supporter le mariage, à garder la tête haute, à ne pas ternir l'image de mon foyer. Et pourtant, j'avais envie de crier au monde entier que j'étais une femme battue. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut pour nos filles. On veut pas enterrer nos enfants parce qu'elles ont supporté un mariage. Et moi, je dis souvent à mon frère que à la fin de la journée, à un moment donné, non, vous auriez pu m'enterrer, en tout cas psychologiquement. Sérieusement, côté mental, non, j'étais morte. À un moment de ma vie, j'ai touché le fond. Je veux dire que c'est dans les films, moi, que je voyais les gens sortir à 2h du matin en pyjama parce qu'elles avaient pété les plombs. Mais sauf que c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'en Afrique, on n'accepte pas la question de santé mentale. La question de santé mentale.
je suis sûr que j'aurais fait ça ici au Cameroun, on m'aurait interné en disant qu'elle est devenue folle et puis on aurait potentiellement mis dans une asile de fous. Et heureusement que bon, dans d'autres pays, il y a tout un mécanisme d'accompagnement. Mais à partir du moment où quelqu'un pose un acte comme ça, et je l'assume, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et ça veut dire qu'on a sombré et qu'on est mort intérieurement. Aujourd'hui, je revis, enfin, j'ai pu passer cela, mais combien combien ne le font pas, combien ne sont pas suivis? Ouais. Beaucoup se tournent souvent vers l'église, mais l'église n'est pas toujours une réponse à nos maux, surtout quand ils sont psychologiques Oui. ou psychiatriques même. Et avec d'autres conséquences aussi, quand ce sont des mauvaises églises, il y a d'autres conséquences aussi sur la famille. C'est ça, ouais. Alors Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Merci. Je te dirais merci à toi, Jem. Je pense que... je me rappelle quand je t'ai contacté en disant « Ah, ben moi aussi, je veux raconter mon histoire, mais... merci de m'avoir permis de raconter cela parce que je pense que ça m'a fait me libérer d'un poids. On a beau dire, ouais, ça me permet de passer à autre chose. Oui, parce que ça ne t'appartient plus. Ça m'appartient plus, exactement. Donc merci à toi et puis merci de pouvoir nous donner aussi l'opportunité de finalement, à travers nos histoires de vie, d'aider potentiellement, même si c'est une personne, ça serait une personne. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs. Donc voilà la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Caroline. J'espère que ces mots, son histoire, ses doutes, ses interrogations, en tout cas ce qu'elle a pu vivre, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. J'ai pris plaisir à l'écouter. Comme toutes les histoires que j'écoute souvent en fait. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou maintenant Twitter, parce qu'on a créé un compte Twitter récemment au même nom, Si Maman m'avait dit, ou en utilisant notre hashtag Si Maman m'avait dit sur toutes les plateformes que vous connaissez. Et on se dit d'ici là à très bientôt et merci de votre soutien continuel. Bye bye.